Bonjour les élèves. Eh bien c'est parti pour l'étude de l'extrait numéro 2, le portrait de Créon, fait par le prologue. Pour tout ce qui concerne la méthode de l'analyse de texte, reportez-vous au premier extrait, vous avez tout qui est très bien expliqué, en tout cas j'espère. Alors pour ce deuxième extrait, je procède exactement comme je l'ai fait pour l'analyse du portrait d'Antigone. J'ai lu mon texte, j'ai relevé un certain nombre de procédés que j'ai pu identifier et en fonction de ça, je vais pouvoir formuler une hypothèse de sens sur ce portrait. Pour que vous puissiez suivre plus facilement, j'ai adopté le même principe que pour l'extrait numéro 1. J'ai utilisé un code couleur pour que vous puissiez plus facilement vous repérer dans les procédés que j'ai relevés. Alors après ma lecture, et puis après avoir fait mes relevés, l'impression qui se dégage pour moi de ce portrait de Créon, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est un tyran, mais qui ne correspond pas à l'image qu'on pourrait attendre habituellement d'un tyran, à savoir une brute sanguinaire, violente. Presque au contraire, on a plutôt ici l'impression d'un tyran qui est accablé par le sort qui lui est fait, et on sent bien qu'il se serait bien passé de cette position de tyran. Du coup, mon hypothèse de sens pour ce portrait, c'est qu'on voudrait nous présenter l'image d'un tyran malgré lui. Eh ben allez, c'est parti, on va chercher à vérifier ça dans le texte. Est-ce que Créon est bien un tyran malgré lui? Alors, le portrait de Créon qu'on lit ici, ce n'est pas le premier portrait de personnage que nous fait le prologue dans ce début de pièce. Et Créon est le troisième portrait qu'il va faire. Bon, alors tout ce qui concerne la place du prologue, le rôle du prologue dans cette pièce et l'analyse de la première phrase du prologue, vous vous reporterez à l'extrait numéro 1, le portrait d'Antigone, parce que j'ai déjà parlé de tout ça. Et puis, par ailleurs, pour tout ce qui concerne la méthodologie de l'analyse de texte, c'est la même chose, vous avez tout ça qui est très bien expliqué dans la première vidéo. Alors, on va commencer ce portrait de Créon par un portrait physique que je vous ai surligné en saumon. Alors, comment est-ce qu'on qualifie Créon dans ce portrait physique? Alors déjà, on le qualifie par une périphrase. Créon, c'est cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page. Voilà, ça c'est ma périphrase. Alors, grammaticalement, cette périphrase, elle est construite autour du groupe nominal cet homme. Et ce groupe nominal, cet homme, va être étendu, on va retrouver des expansions du nom qu'on connaît, par un adjectif, robuste. Ensuite, on a un complément du nom, aux cheveux blancs. Et puis enfin, on termine par une proposition subordonnée relative, qui médite là, près de son page. Et si je veux être parfaitement claire et parfaitement exhaustive, je dirais qu'en plus, ces expansions du nom, qui sont collées les unes aux autres, elles fonctionnent comme une énumération, et voire même comme une gradation, parce qu'en fait, vous allez progresser dans la longueur de ces expansions. L'adjectif robuste, un seul mot. Le complément du nom, aux cheveux blancs, 3 mots. Et puis après, vous avez la longue proposition subordonnée relative qui médite là, près de son page. Qu'est-ce qu'on peut déjà observer par rapport à ce que je viens de vous dire dans cette périphrase? C'est le rythme qu'elle a, cette périphrase. Elle est très longue et elle s'installe dans un rythme, je dirais, de plus en plus lent à cause justement de la gradation. Moi, je trouve que cette longueur-là, ça donne un peu de solennité au personnage. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. Vous avez remarqué aussi, on a une tournure de phrase qui est, on pourrait dire, présentative. La tournure présentative, on l'a déjà vu en classe avec vous, c'est cette tournure qui met en relief la chose ou la personne dont on parle par la tournure qui est « c'est qui ». Cet homme qui médite, c'est Créon. Ça, c'est du présentatif. Et comme en plus le nom du personnage arrive à la fin de la phrase, ça donne un effet d'ampleur, un effet d'emphase. Tout ça pour qu'on comprenne bien que Créon, c'est pas n'importe qui, c'est un homme important. J'en ai encore pas fini avec ce portrait physique, vous voyez que cette périphrase, elle est super riche. Il faut quand même qu'on s'intéresse au vocabulaire qui est utilisé pour qualifier cet homme, Créon. Alors, mon adjectif, robuste, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Ça signifie quelqu'un de solide. Quelqu'un sur qui on peut se reposer, quoi.
Il a les cheveux blancs, donc on le renvoie à son âge, à sa vieillesse. Or, la vieillesse, ça rime souvent avec sagesse. Et puis enfin, il est occupé à méditer, c'est-à-dire qu'il est absorbé dans ses pensées, dans ses réflexions. Tout ça me dresse un peu l'image d'un homme sage, tranquille, dans une puissance tranquille. Bon bah là, comme ça, on le voit pas comme une espèce de brute épaisse, hein. C'est pas Kim Jong-il. Moi oui, je suis tranquille comme un professeur de mathématiques. Juste après cette présentation physique, on a la reprise du présentatif qu'on avait déjà avec cet homme qui, c'est Créon, c'est le roi. Alors là, ce qui est assez évident à voir, c'est l'association Créon avec sa fonction. C'est Créon, c'est le roi. Il a toutes les caractéristiques physiques finalement du roi. Le portrait physique se poursuit par une phrase complexe qui est construite sur une juxtaposition. Il a des rides, il est fatigué. Et alors cette virgule là, on pourrait très facilement la remplacer par une conjonction de coordination. Il y a finalement un lien logique qui est assez clair entre ces deux propositions. C'est parce qu'il est fatigué qu'il a des rides. Alors certes, les rides, ça renvoie aux cheveux blancs et à l'âge du personnage, mais ça renvoie aussi à l'état de fatigue de quelqu'un qui a le visage marqué par les épreuves. On sent quelqu'un qui a un vécu lourd à porter. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de cette fatigue ? Eh bien c'est annoncé dans la suite. On voit qu'il y a un lien logique très fort entre la phrase « il a des rides, il est fatigué » et la suivante « il joue au jeu difficile de conduire des hommes ». Bien que les deux phrases soient séparées par un simple point, on a quand même clairement l'intuition, l'impression d'un lien logique entre les deux phrases. Il a des rides, il est fatigué parce qu'il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Et le fait, jeunes gens, de faire suivre comme ça deux phrases séparées par un point alors qu'on sent bien qu'elles ont un lien logique, c'est une figure de style, ça s'appelle une parataxe. Et alors là, par exemple, on imagine très bien la question qu'on vous poserait au brevet. Comment est-ce que vous pourriez unir ces deux phrases en une seule phrase grâce à une conjonction de coordination ou par un lien logique ? Et là, il faudrait que vous remplaciez votre point par un parce que ou par un car. On va s'intéresser maintenant à ce que j'ai surligné en vert. Ce qui est surligné en vert, ce sont des termes, des expressions qui qualifient la fonction de roi. Des périphrases, quoi. Alors ces périphrases, elles sont quand même assez péjoratives. On a une vision très négative du métier de roi. On parle d'un jeu difficile, ce qui est quand même assez contradictoire. On pourrait parler d'une antithèse ici. On parle aussi d'un office sordide. Alors ça mériterait qu'on s'arrête un peu sur ce terme. Alors déjà, le mot office, parce qu'un office, c'est pas un métier, c'est une charge, c'est une fonction. Et puis alors, il y a deux contextes dans lesquels on retrouve le mot office. On va parler de l'office religieux, vous voyez l'idée de fonction qui n'est pas forcément liée à un métier et à une rémunération aussi. Et puis, dans la France de l'Ancien Régime, quand on demandait au bourreau d'exécuter quelqu'un, on lui disait « bourreau, fais ton office ». Donc être roi, ça n'a rien d'une partie de plaisir, c'est plutôt quelque chose qui est une charge, peut-être même au sens un peu pesant du terme. D'autant que l'office est sordide, alors là vous avez un adjectif qui est extrêmement péjoratif, ce qui est sordide, c'est vraiment ce qui est dégoûtant, répugnant. C'est très très fort le mot sordide. Donc le métier de roi a un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Alors le mot est un peu rare, mais quelqu'un de fruste, c'est quelqu'un de grossier, de malpoli, de vulgaire. Donc, conduire les hommes, c'est un sale boulot fait par des sales types. Je vous laisse méditer là-dessus. Oh, il est fatigué, le roi, il est fatigué. Aussi la prof, elle est fatiguée. Alors là, jeunes gens, n'ayez pas peur, je vais parler un peu de la construction de la phrase, dans laquelle est prise cet office sordide qu'on doit laisser, etc. Vous avez une magnifique proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Oui, parce que Créon se pose des questions. Et les questions qu'il se pose, vous ne les voyez pas apparaître avec des guillemets. Parce que les questions que Créon se pose, eh bien c'est le prologue qui nous les expose. Un prologue qui lit donc dans les pensées du personnage. C'est un genre de prologue omniscient.
Bon, donc si Créon se demande s'il ne faudrait pas laisser ce métier, cet office sordide à quelqu'un d'autre, plus fruste, c'est parce que lui, il est sous-entendu qu'il n'est pas fruste. Et ça, justement, on va le voir dans ce que je vous ai surligné en violet. Le prologue va faire un petit retour en arrière pour déterminer ce qu'était Créon avant d'être le roi. Ce qu'on voit grâce à tous les indicateurs de temps, avant, du temps d'Œdipe, et puis l'usage évidemment de l'imparfait qui indique une habitude, un fait ancien. Donc on a un retour sur ses activités du temps où il n'était que le premier personnage de la cour. Là je vous ai indiqué le ne que, qui est une phrase négative restrictive, et qui semble induire que être le premier personnage de la cour, c'est-à-dire quand même le premier après le roi, c'est quand même pas grand-chose, à côté d'être le roi évidemment. Donc, quand il n'était pas encore en charge du pouvoir, que faisait-il notre Créon ? Vous avez une belle énumération qui nous le dit. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces activités ? Essentiellement qu'elles sont artistiques, raffinées, culturelles, posées, calmes. Pas du tout des activités qu'on pourrait imaginer chez un tyran sauvage, quelqu'un de fruste et de grossier. Quelqu'un donc qui aurait les bonnes qualités pour être roi. Si un tyran, ça doit être quelqu'un de fruste, ça doit donc être quelqu'un qui aime, je sais pas moi, la violence des combats, la chasse, ce genre de loisirs. Certainement pas la musique, les belles reliures et les longues flâneries chez les petits antiquaires. Donc encore une fois, on a l'impression que Créon n'est pas fait pour ce rôle de roi. C'est sans doute pourquoi il pense beaucoup dans ce passage. Vous avez relevé peut-être, il y a un champ lexical de la pensée à travers les verbes, méditer, penser, etc. Bah oui, bah voilà, moi j'étais pas fait pour ça, je suis pas quelqu'un de... Moi j'aime la douceur de vivre et la littérature, les choses légères. Bon, rapidement, on voit un enchaînement de cause à effet, la mort d'Œdipe ayant provoqué une succession d'actions qui va être indiquée par la série de phrases simples à partir du « mais Œdipe et ses fils sont morts ». Il a laissé ses livres, il a retroussé ses manches, il a pris leur place. Dans le dernier paragraphe, vous allez avoir une série de présents. Il se demande, si ce n'est pas, il se lève, etc. Là, on a des présents d'habitude. Il s'agit d'énoncer ce que Créon a l'habitude de faire dans ce contexte-là, depuis qu'il est roi. Là, on s'aperçoit, quand on relève les indicateurs de temps, que ces activités répétitives, elles tournent en boucle du soir au matin. Alors à la fin de cet extrait, vous avez une superbe comparaison, je pense que vous l'avez tous relevé. Alors elle est plutôt inattendue cette comparaison parce que on va comparer un roi, donc quelqu'un qui est au sommet de l'État, à quelqu'un qui est un ouvrier, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement est une petite main aux ordres d'autres personnes. Ça nous donne vraiment l'impression que ce métier de roi, c'est vraiment pas grand-chose. Plutôt quelque chose de laborieux et de pas très agréable. Je vous le dis autrement, être roi, c'est l'usine, quoi. Un métier répétitif qu'on fait du soir au matin. D'ailleurs, vous avez la reprise, encore une fois, des indicateurs de temps. Un métier où on est dans l'obligation de faire, il faut faire parce qu'il y a des problèmes précis qui se posent. Alors, bilan, on a validé notre hypothèse de sens, Créon un tyran malgré lui. On voit déjà que physiquement, il n'a pas l'aspect d'un tyran. On voit que dans ses activités, il n'est pas attiré par des choses qui sont plutôt habituelles chez un tyran. Et on voit qu'il a une perception de sa fonction comme de quelque chose de très désagréable et de très pesant. Ça va ? Vous avez survécu ? C'était un peu long,